Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Joris. Salut Sylvain, Salut. comment ça va? En pleine forme, écoute. Et toi? Ça va aussi, nickel. Est-ce que pour démarrer ce podcast, tu pourrais te présenter, parler un peu de ton parcours professionnel, mais aussi à la fois un peu plus personnel, notamment du côté sportif? Ok, du coup, moi, c'est Sylvain Joris. J'ai 25 ans. Je suis originaire de Belgique. Donc, si jamais il y a le petit accent, ça vient de là. Euh, du coup, moi, pour reprendre un petit peu au départ, donc j'ai toujours aimé le sport depuis que je suis tout petit. J'ai fait du tennis pendant 6 ans. Ensuite, j'ai fait du basket pendant 9 ans. Et puis après, j'ai un peu touché à plein de sports différents, que ce soit la natation, le cyclisme sur route, la course à pied, les sports de raquettes comme j'ai dit, mais même de manière plus globale et cetera. J'ai fait tout mon cursus en Belgique, donc j'ai fait, mes études en Belgique aussi, donc j'ai un master, 2 ans de master, donc c'est un peu l'équivalent de STAPS en France. J'ai fini il y a 1 an, enfin du coup cette année, c'était la première année où j'étais vraiment, dans la préparation physique à temps plein. J'ai également fait cette année un diplôme universitaire en prépa physique des sports d'équipe à Lille. Et à côté de ça, je travaillais à l'Asvel, donc dans le basket, dans le centre de formation. Donc on était deux préparateurs physiques sur le centre de formation masculin. Il y avait Dylan qui s'occupait des espoirs, plutôt donc des U21, et moi plutôt sur les U18. Donc ça, c'était à temps plein. Et du coup, voilà. Et cette année, enfin, la saison prochaine, qui commence déjà dans 1 mois, j'ai changé d'endroit. Je vais à la Chorale de Roanne, donc toujours dans le basket, et je serai en charge de la Pro B. Donc voilà un petit peu mon parcours. Ok. Est-ce que tu as eu des motivations spécifiques qui t'ont poussé à devenir prépa? Mais à la base, j'avais commencé des études un peu plus dans tout ce qui est, allez, comptabilité, un peu plus économique, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, après, toute ma scolarité. Et puis après 4 5 mois, je sentais que ça n'allait pas, que ça me faisait pas vibrer et tout ça. Donc j'ai complètement changé du tout au tout, parce que je suis passé de ça à justement, le sport, donc STAPS, si tu veux, en France. Heu et puis là, j'ai commencé à après même pas 6 7 mois, je pense, j'ai commencé à lancer ma page, Instagram. Donc au départ, ça fait, enfin là, ça va bientôt faire 5 ans que je l'ai lancé. Au départ, c'était plus, toucher des gens à faire du sport, donc un peu toucher monsieur et madame tout le monde. Donc c'était assez global, le contenu, des recettes, et cetera. Et puis j'ai lancé, c'était pas encore un podcast, mais je lançais des interviews avec des sportifs pros, donc qui venaient de tous les horizons. Donc j'ai eu des athlètes, olympiques, paralympiques, chacun avec leur histoire, et je trouve ça hyper inspirant parce que je trouve ça intéressant de savoir, comment les athlètes ont réussi à atteindre leurs objectifs. Hem Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, savoir comment une personne, même pas spécialement dans le sport, mais là, c'était que les sportifs, mais comment une personne arrive à atteindre ses objectifs, qu'est-ce qu'elle fait pour les atteindre. Et au final, tu te rends compte que toutes ces personnes, il y a plein de choses qui sont communs euh, entre elles. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à de plus en plus me spécialiser dans la prépa physique en même temps que j'avançais à l'université. Puis j'ai commencé à faire de plus en plus de contenu tourné sur la prépa physique, et il y a, maintenant un peu plus d'1 an et demi, j'ai lancé mon podcast un peu comme toi, où je reçois, des préparateurs physiques, mais aussi toutes les personnes qui peuvent toucher à la performance sportive et l'optimisation de cette performance sportive. Donc, que ce soit, j'ai déjà reçu une médecin du sport, du sommeil, pardon, heu, que ce soit un nutritionniste, un peu tout ce qui encadre, la perf, quoi. Donc, voilà, là, ça va bientôt faire 5 ans déjà,
et toujours autant passionné, voire plus. Ouais, OK. Bah, c'est ça qui compte. J'aimerais parler un peu de ta manière de fonctionner en tant que prépa. Est-ce que tu as une manière dont tu pourrais décrire un peu ta manière de fonctionner, ta manière, d'entraîner physiquement les joueurs que tu as, dans ton équipe? Question assez large. Ouais, spécifique, pas spécialement. Après, cette année, si je reprends cette année, moi j'avais l'U18, donc c'était des joueurs assez jeunes parce que nous, surtout à l'Asvel, c'était beaucoup d'effectifs jeunes. Donc j'avais des gars qui avaient, de 14 à, 16 ans, tu vois? Donc au départ, la plupart d'entre eux, ils n'avaient aucune connaissance réellement, aucune pratique quasiment de la musculation. Donc au final, ce que tu fais, tu reprends toutes les bonnes bases. Tu apprends, à faire des mouvements globaux parce qu'en fait, début d'année, tu as des personnes qui, par exemple, faire 10 pompes propres, c'était compliqué, tu vois? Donc à ce moment-là, tu vas pas commencer à travailler, enfin, selon moi en tout cas, à faire, du bench avec des haltères et tout ça, déjà des charges, alors que c'est déjà compliqué de faire 8-10 pompes, propres. Donc là, c'était vraiment un travail assez, global, allez, revoir les mouvements et apprendre la musculation, savoir gérer son tempo, être dans le contrôle, avoir une bonne posture, sur tous les exercices, un bon gainage et cetera. Donc ça, c'était un peu le premier travail. Après, c'était un petit peu différent avec les joueurs, qui avaient, 1 ou 2 ans d'expérience déjà en musculation, où là, tu peux aller, même si au début de saison, tu reprends un petit peu les bases, mais avec eux, tu peux passer plus vite à l'étape, supérieure et un peu plus être, dans du spécifique, si je puis dire. Après, dans le basket, pour moi, tu analyses à fond la discipline, tu vois ce qu'elle demande, tu vois les blessures aussi qui sont fréquentes dans ce sport-là et donc tu sais que, basket, par exemple, il y a beaucoup de problèmes au niveau des chevilles, des genoux, mais tu sais que tu vas bombarder, de renforcement là-dessus parce que tu sais que c'est les endroits qui sont un peu plus faibles. Et au-delà de ça, tu as tout un travail, global parce que, les membres inférieurs, ils doivent être solides, mais ton gainage, il est primordial, également pour avoir ce transfert, du bas du corps vers le haut du corps. Même, de l'anti-rotation, tu en retrouves énormément dans les sports co, donc tu blindes à fond, le gainage et après, c'est peut-être tes questions d'après, mais, tu au final, c'est un travail, un renforcement global. Après évidemment, plus l'athlète, est en fonction de lui-même surtout, au plus tu peux aller dans des manières de travailler qui sont plus spécifiques, j'ai envie de dire. Et en termes de prog, du coup, là, tu parles de renfo. Est-ce que tu avais des cycles, est-ce que tu programmais avec des cycles sur du plus ou moins long terme? Ou alors tu t'adaptais en fonction de, je sais pas, la forme des joueurs, les compétitions qui arrivent et cetera? Ouais, nous du coup, on fonctionnait sur des cycles donc la durée, on va dire que globalement, c'était plus ou moins, allez, on va dire 8 semaines et donc tu gardes les mêmes cycles, d'entraînement et puis après tu les changes au fil du temps. Et évidemment, en fait, ce que je me suis rendu compte cette année, c'est que sur papier, c'est toujours bien beau. Tu vois, on t'apprend au cours, faire ça, 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 ça. Mais après, non, tu te rends compte qu'en fait, il y a tellement de variables qui arrivent. Suffit que, je sais pas moi, tu es 2-3 joueurs, bim, ils sont malades. Tu vois, on a eu ça plusieurs fois. Même plusieurs joueurs qui sont malades vu qu'ils sont au même endroit, tu vois. Eh ben, tu vois, ça va fausser ton truc. Donc, tu dois t'adapter. Puis imaginons un moment, en fin de saison, tu avais des 2 matchs par semaine parfois. Et donc après, là, tu sais l'anticiper, mais encore une fois, tu es dans de l'adaptation. Donc en fait, tu fais ta programmation. Donc tu as ta programmation type, entre guillemets, mais tu dois quand même rester ouvert à t'adapter en fonction des situations qui peuvent arriver au quotidien. Donc c'est ça qui, je trouve, était assez dur et peut-être un peu frustrant de l'université ou des études, ce que tu veux. Dans ta tête, on t'a toujours appris un truc très, 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 très cadré. En tout cas, c'était mon cas. Et en fait, quand tu arrives sur le terrain, tu as envie de faire un truc cadré, mais des fois, en fait, tu te rends compte que sur le terrain, tu sais faire cadrer, mais c'est pas comme dans les livres où tout est comme ça, il y a aucun truc qui vient, bouleverser la chose. Donc ça, tu peux être, tu dois être capable d'être dans l'adaptation, à ce niveau-là, quoi. Mais sinon, ouais, on fonctionnait beaucoup en cycle
Et comme je te disais, la première partie, grossièrement, pour la majorité des joueurs que j'avais, en tout cas, qui n'avaient pas d'expérience ou peu d'expérience en muscu, c'était grosse partie d'abord pour remettre les bases, être sûr que tout le monde a bonne posture, bon tempo, tu vois, que tout soit sous contrôle, sur les mouvements globaux. Et après, tu pouvais commencer à faire des mouvements peut-être plus complexes, avec un peu plus de charge. Et donc, là, encore une fois, est-ce que tu vas travailler ta force max? Ben oui, au fil du temps, tu te rapproches de répétitions un peu plus hautes, comme le mec a un peu plus d'expérience. Et donc là, oui, tu vas être par exemple sur du. Moi, je travaillais par exemple sur du 5 répétitions, tu vois, où tu enchaînais agoniste-antagoniste, par exemple. Ben là, oui, tu sais qu'il est sur de la force. Tu intègres aussi des exercices spécifiques au sport, je trouve. Des exercices globaux, beaucoup aussi. Je trouve que de l'isolation en prépa, enfin, ça peut avoir son intérêt, mais c'est vraiment une minorité du travail selon moi, ou peut-être plus quand quand tu es blessé ou tu reviens de blessure, tu fais de l'isolation. Mais sinon, au final, dans le sport, tu es souvent sur un mouvement global. Donc, moi, tu mets, je sais pas, je te prends un exemple, c'est tu fais du tirage, mais tu te mets en position fente, par exemple, parce que tu vois, dans le sport, tu es souvent avec tes pieds qui sont décalés dans plein allez, d'angulations différentes et pas simplement du tirage que tu ferais, par exemple, comme toi et moi, si tu veux juste prendre de l'hypertrophie en salle de muscu et juste faire tes 4 séries de 10-15 reps, et puis tu prends ta récup et tout ça. Là, je trouve qu'en prépa physique, c'est vraiment chercher des mouvements globaux. euh, et puis, essayer de les enchaîner aussi, parce que tu le sais peut-être comme moi, mais tu as pas toujours 1h30 de séance devant toi. Nous, on avait Mmh. des shots de 30 minutes, tu vois. Et donc, tu enchaînes 2-3 exercices, puis après, tu refais une deuxième série de ces 3 exercices. Et comme ça, tu as un, bon, un bon bloc de travail de 30 minutes, quoi. Donc, je sais pas si ça répond un peu à tes questions. J'ai peut-être un peu dans tous les sens. Mais voilà, n'hésite pas à me reprendre. Ouais, si, si, c'est intéressant. Et je voulais juste rebondir sur quand tu as parlé de l'adaptation, notamment sur les styles d'entraînement, mais je pense que c'est d'autant plus vrai sur rien que sur une séance, quand tu as prévu ta séance et que tu l'as fait le lendemain, c'est super rare que elle fonctionne parfaitement. Sur ton papier, elle est toute belle, comme tu as dit. Et en fait, il y a toujours des trucs à revoir, à adapter en fonction des joueurs, quoi. Non, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, faut pas rester fermé dans. T'es vite frustré. Moi, j'étais vite frustré en me disant, putain, mais en fait, il faut faire programmer tip top. T'as l'impression que des fois, ben, ça sort du cadre et tu comprends pas. Mais en fait, tu programmes au mieux, tu fais au mieux, tu vois l'état des gars, si tu dois adapter aussi, parce que je pense qu'il faut pas rester fermé dans un truc en te disant, j'avais prévu de faire ça, du coup, je fais ça et peu importe ce qu'il arrive, je fais ça. Moi, je pense que si tu fais ça, tu vas droit dans le mur. Tu dois prendre en compte tous les éléments que tu as en face de toi et puis tu dois être capable de t'adapter si besoin, quoi. Mmh. Bah, même, moi, peut-être que c'était arrivé déjà, mais moi, ça m'est arrivé de prévoir une séance sur, telle qualité physique et de faire complètement l'opposé parce que le joueur, je sais pas, il était pas en forme ou un truc de ce style, quoi. Ouais, non, pour moi, tu dois être capable de t'adapter et c'est là que c'est intéressant si tu arrives à faire ça. Et puis, je pense au fil du temps, quand tu as de plus en plus d'expérience, là, bah, toi comme moi, on est encore assez jeune, tu arrives de plus en plus à t'adapter de manière qualitative, tu vois, de bien gérer tout ça vu que tu l'as déjà vu auparavant, tu vois. Ouais, 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 je suis d'accord. Je voulais parler un peu des tests. Est-ce que tu effectues tes tests avec tes joueurs, en début d'année, mi-saison, fin d'année pour, tester tout simplement les qualités physiques? Alors, les tests, c'est une grande question que j'ai déjà abordée avec pas mal de personnes parce que, par exemple, bah, nous, on a réalisé des tests cette année. Après, je vais pas te mentir que on les a très peu, voire pas utilisés. Donc, on s'était déjà mis une réflexion avec mon collègue qu'il fallait qu'on fasse des tests peut-être qui nous servent réellement. Mais donc, on avait réfléchi à d'autres tests. Mais en fait, ça qui est toujours compliqué, je trouve, c'est d'arriver à faire des tests, mais qui réellement te servent et que tu utilises. Parce que moi, j'ai l'impression que je dis pas qu'il faut pas tester, au contraire, il faut tester. Mais parfois, j'ai l'impression que les gens, ils veulent faire un max de tests, mais juste pour dire qu'ils font des tests, tu vois? Mmh. Et que si, par exemple, tu faisais pas de tests, les joueurs, ils seraient en mode,
c'est quoi ce gars? Il fait aucun test et tout, trop bizarre. Mais après, est-ce qu'il faut faire 20 tests et tu n'en utilises aucun ou 3 que tu utilises à fond, tu vois? Et donc là, c'était une réflexion que j'avais eue. J'avais pu échanger avec d'autres prépas sur ça. Et donc, au final, pour moi, il y a des tests qui sont déjà des tests de mobilité, mais ça peut-être plus faire avec les kinés. Je trouve ça intéressant, savoir si le gars a des blocages quelque part. Je trouve que des tests de force, c'est intéressant. Après, c'est pas toujours évident à mettre en place. Tu vois, il faudrait des dynamomètres ou des machines ISO, etc. Mais si tu peux avoir ça, je trouve ça top. Comme ça, tu vois un petit peu les lacunes, si il y a un déséquilibre trop important ou s'il a trop peu de force, par exemple au niveau des inverseurs éverseurs de la cheville, par exemple. Ça peut être une raison des entorses. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que les tests de saut aussi, c'est intéressant. Que ce soit saut 2 pieds, mais également saut 1 pied, parce que je prends l'exemple du basket, mais tu as beaucoup de sauts qui sont. Enfin, tu es souvent sur une jambe, en fait. Donc, des sauts latéraux, mais des sauts aussi horizontaux. Ça, je trouve intéressant. Ou des petits, tu vois, les tests de cheville où tu sautes de part et d'autre Mhm. d'un, allez, d'un petit trait, tu vois, pour voir un petit peu, je sais pas, sur 30 secondes, combien de sauts tu fais à 15 secondes, combien de sauts tu fais de la 15e seconde à la 30e seconde, voir si en fait le gars il est très fort sur les 15 premières secondes et après il fatigue très vite. Ça, je trouve intéressant. Après, j'avais pu échanger avec le prépa des pros de l'Asvel et qui m'avait dit un truc intéressant que je vais peut-être mettre en place. C'est en fait, il y a aussi le fait que tu dises aux joueurs que tu les testes en fait. Et donc, ça veut dire qu'ils sont déjà dans un mood où c'est un test, donc peut-être plus concentrés, alors qu'en match, bah, c'est pas un test. Du coup, ils sont plus relâchés, tu vois. Et une idée d'exercice qui peut être sympa pour tester, c'est imagine, tu mets dans le basket, tu mets par exemple, je sais pas, un plot au niveau des 3 points et le gars, il doit faire aller marquer des lay-ups en aller, ou des dunks, ce qu'il veut, mais marquer le panier le plus rapidement possible. Mais par exemple, en mettre 10 le plus rapidement possible, tout le temps en passant par le plot, tu vois. Et toi, tu fous une caméra juste en dessous. Et en fait, tu lui dis juste, mon gars, tu dois bombarder. Le record, c'est par exemple, je sais pas moi, 35 secondes. Tu dois bombarder. Et donc, le mec, il se focus à fond sur la vitesse. Et toi, en fait, en foutant ta caméra en dessous, bah, tu vois comment il prend son impulsion, comment il atterrit. Et lui, il est à fond, tu vois. Parce que dans sa tête, c'est à vitesse max, tu vois. Et ça, par exemple, je trouve ça peut-être plus intéressant que de faire un truc où tu lui dis, écoute, là, je vais analyser ta réception de saut. Et donc, le mec, il va peut-être se concentrer fois 15 sur la réception, alors qu'en match, bah, il est concentré sur le panier et peut-être moins la réception. Donc, c'est peut-être plus juste de faire un exercice de ce type-là. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle pas mal. Et, et pour finir sur les tests, euh, pour moi, tu dois quand même faire un test style 30-15 IFT, tu vois. En tout cas, pour le sport, je trouve ça intéressant en reprise de saison pour savoir un peu où en sont les gars au niveau plus aérobie, on va dire. Ouais, c'est intéressant que tu parles des tests un peu plus du coup intégrés au sport. Mais est-ce que ce serait pas, si tu veux vraiment, par exemple, j'ai une connerie, évaluer, je sais pas, l'explosivité des membres inférieurs, tu fais un test de saut, horizontal ou vertical. Bah là, tu seras focus à 100% sur la qualité physique, mais du coup, c'est éloigné. Donc, à mon avis, je pense que c'est un peu des avantages et des inconvénients dans les deux types de tests plus ou moins intégrés directement à la discipline. Ouais, mais pour moi, ça peut avoir de l'intérêt quand même. En fait, je trouve que les tests, c'est très dur d'avoir des tests que tu utilises, tu vois. C'est là où, ouais, je trouve ça compliqué. Et moi, enfin, par exemple, imagine, tu vois, tu as des tests d'agilité où, ouais, enfin, il y a des tests d'agilité dans le basket que beaucoup de gens font, qu'on a fait aussi en début de saison. Tu les filmes. Mais après, est-ce que c'est pas plus intelligent de, par exemple, te focus sur 1-2 gars à la fois, sur par exemple un match, et tu regardes que à la limite tu filmes, mais sa manière de se déplacer, tu vois? Est-ce que c'est pas mieux d'observer ça que dans une situation, on va dire, fermée où il a juste à faire course avant, slide défensif, course arrière, slide défensif. Même si là, tu vois des choses, mais je me dis, en match, au final, il va faire des courses avant, il va faire des slides latéraux, il va faire des courses arrière. Et donc,
Mmh et il est dans cette situation où peut-être c'est un match et donc il va pas penser, «C'est un test, je dois faire attention, nanana». Moi, je trouve ça peut-être plus pertinent, mais encore une fois, le problème, c'est que, bah, tu vas dire, ça te diminue ton nombre de tests et donc peut-être que de l'extérieur, les gens vont se dire, «Putain, mais il fait que 4 tests le mec, il est pas compétent», tu vois? Mais pour moi, je veux bien faire 35 tests, tu vois? Et quoi, tu vas avoir l'impression d'être compétent de l'extérieur, mais t'en fais quoi de ces 35 tests si tu les utilises pas, tu vois? Mais après, je Ouais. suis pas du tout contre les tests. Pour moi, il en faut, mais il faut arriver à trouver ceux qui vraiment vont te permettre, heu, de les utiliser pour aider tes athlètes à être plus performants. Ouais, je suis d'accord avec toi, notamment pour, par exemple, pour l'agilité. Mais si, par exemple, tu veux avoir des repères, par exemple, un repère temporel sur, la capacité du joueur à accélérer, bah, il faudrait que tu puisses, par exemple, chronométrer. Donc, par exemple, faire un test, classique, un 10 mètres, par exemple. Bah, je sais pas si en début de saison, il a fait, 2 secondes et qu'en fin de saison, il fait, j'ai une bêtise, 1 seconde 80. Bah, tu te dis: «Ah, bah, il a potentiellement progressé», tu vois? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? là, je suis Du coup, tu d'accord. Je suis as un d'accord que repère. sur ouais, sur cet aspect-là, c'est clair que si tu as une, en fait, les tests comme ça te permet d'avoir une valeur chiffrée et de pouvoir, justifier parce que évidemment, si tu as regardé que le mec jouer, son 5 contre 5, bah, en fait, c'est plus difficile de dire: «Ce mec a progressé dans ses changements de direction», par exemple. Là où oui, si tu as un test après je vois l'intérêt, par exemple, les tests, ouais, les courses rectilignes, c'est un intérêt, ouais. En fait, c'est encore une fois, c'est arriver à trouver le juste milieu, entre, un test qui te servira ou un test qui, au final, est juste un test, mais que tu utiliseras jamais, quoi. Mais c'est des vraies réflexions à avoir, hein, c'est pas Mmh. moi, c'est un truc sur lequel je réfléchis encore, tu vois? Mais même il y a j'avais un de mes enseignants qui nous avait dit, au final, le meilleur test, c'est le match. Parce que si s'il est meilleur en match, c'est probablement que la somme de tous les entraînements a fait qu'il a progressé, tu vois? Donc c'est à Et prendre moi, aussi, tu vois? Les je vais te dire encore pire, tu vois? Je sais que, il y a des prépas qui faisaient des tests sur, des tests d'ISO. Donc en newton, tu avais des valeurs sur, des mouvements, je sais pas moi, d'abduction, d'adduction. Ils prenaient ces tests-là, mais par exemple, après un match, une victoire, il y a des joueurs qui ont des valeurs plus élevées que pré-match, tu vois? Alors qu'ils viennent de jouer, bah, je sais pas, peut-être 30 minutes, en jeu, tu vois? Et ils ont des valeurs plus élevées. Parce qu'il y a l'aspect aussi, psycho, tu vois? mmh, Donc ouais. même là, au final, ton test, qui le but d'un test, c'est qu'il soit objectif, bah, en fait, peut-être avec l'aspect juste psycho de quand tu vas faire le test, après si c'est après une victoire, tu es en excitation, donc tu vas bombarder. Alors que si, par exemple, tu viens d'être éliminé, je sais pas moi, de la demi-finale, ben, tu es HS dans ta tête et donc ton test, il est tu vois? Donc à quel point ton test est fiable, tu vois? C'est ça qui est encore plus complexe, je trouve, tu vois? Ouais, faut pouvoir, interpréter et relativiser aussi les résultats, au vu du contexte. C'est ça, ouais. Moi, je trouve ça primordial. J'aimerais passer sur un autre, petit thème que j'ai déjà vu notamment sur Instagram que tu postais, c'était le travail du pied. Je pense que c'est quelque chose qui te parle, pas mal. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu, de manière générale, l'intérêt de travailler le pied? Quelque chose qui n'est pas forcément, acquis ou que tout le monde, pense pas forcément à faire. Ouais, ben ça fait depuis, on va dire une belle année que je m'intéresse, à cette thématique-là. Je trouve ça hyper important, parce qu'en fait, quand tu regardes, on fait, beaucoup de travail de gainage, bas du corps, cheville. On parle beaucoup de cheville, mais tu parles un peu moins, même si c'est en vrai, c'est de plus en plus, mais du travail du pied en lui-même. Et quand tu regardes, au final, le pied, c'est le premier contact que tu as avec le sol dans quasiment, une majorité des sports et il est encore trop faible, je trouve, en tout cas, chez les athlètes, du moins ceux que j'ai eu moi, directement dès le début de l'année. J'ai, essayé de faire, un renfort là-dessus parce que je trouve que c'est important d'avoir un pied fort parce que encore une fois, si tu as un pied fort, ben, ça va te permettre de peut-être plus, allez, «protéger» entre guillemets ta cheville, mais aussi, les étages supérieurs, le genou, la hanche. Parce qu'en fait, dès que tu as un maillon qui est un peu faible, beh, tout ce qui est au-dessus, bah, ça va compenser. Donc au final, ça peut, entraîner des pathos et cetera.
Et moi, en fait, tu fais des tests très simples, mais tu mets un gars en équilibre, par exemple, tu lui fais fermer les yeux, comme ça, il a plus de prise, visuelle et donc il est obligé d'être, enfin ça augmente la difficulté en gros. Tu vas voir que, par exemple, son gros orteil, il va tout le temps se lever dans la majorité du cas, tu vois? Des cas. Or, tu sais que le gros orteil, il est responsable en majorité de l'équilibre et donc comment veux-tu être en équilibre si ton maillon, fort, tu le lèves du sol? Donc ça veut dire que ton maillon fort, il est pas là et toi, bah, tu perds l'équilibre et ça prouve qu'au final, tu as aucun ancrage au niveau de du pied, au niveau du sol, tu vois? Alors que si tu pousses à fond, de manière volontaire, tes orteils dans le sol, beh, tu as clairement un ancrage et tu auras beaucoup plus simple d'être à l'équilibre, tu vois? Et donc au début d'année, moi, j'ai mis énormément de travail, de renfo du pied. Tu en as, full du renfo du pied, des exercices qui existent. J'en ai mis, pas mal aussi sur ma page, mais tu en as énormément sur internet et cetera. Et ce que je demandais aussi, c'est que tous les gamins, quand ils viennent en muscu, ils se mettent au moins en chaussettes. Pieds nus, c'était un peu plus complexe parce que voilà, il y en a, ils veulent pas se mettre pieds nus. Donc, j'autorisais aussi les chaussettes, même si je trouve que pieds nus, c'est mieux parce que chaussettes, tu as encore un quelque chose qui sépare ton pied du sol, tu vois? Moi, je trouve ça vraiment mieux pieds nus, comme ça, tu as vraiment le contact direct. Et donc, j'ai fait pas mal de renfo en pré-saison, mais aussi durant l'année que je plaçais, dans mes routines. Donc ils en avaient quasi, ouah, 3-4 fois semaine, si pas un petit peu plus. Et après, tu as des études qui montrent aussi qu'en fait, quand tu as un pied fort, tu vas être plus performant sur les changements de direction, heu, sur, heu sur tes sauts, sur le sprint. Il y a notamment une étude qui est en cours là de JB Morin avec, Romain Tourillon, sur justement un programme de renforcement du pied sur 8 semaines. Est-ce que ça a un impact sur, tout ce qui est, changement de direction comme je te disais et sprint? Les résultats sont pas encore sortis, mais tu vois, il y a d'autres études qui ont déjà étudié ce style, allez, ce style de renforcement-là et ça montre qu'il y a potentiellement des bienfaits, tu vois? Et ça paraît logique parce qu'en fait, si tu quand tu regardes, si par exemple tu es, en sprint, tu vas pousser sur l'avant-pied, tu vois? Il faut que tes orteils soient forts parce qu'en fait, si tu sprintes et que tu pousses pas activement, en fait, tu vas pas avancer de manière optimale. Pareil pour le saut, si tu es un peu passif ou si tu forces à pousser fort, tu seras plus performant automatiquement. Donc ça, tu as plein d'exercices, à réaliser, pour les muscles intrinsèques, donc qui sont dans le pied et extrinsèques, donc qui ont une insertion donc sous la voûte plantaire, mais qui viennent, s'attacher au niveau de la jambe et ça, tu fais un renfort global. Après des exercices, c'est difficile de te les expliquer, là comme ça, mais moi, je fais notamment via les études de Romain Tourillon, et JB Morin, des exercices où tu vas mettre les orteils en dorsiflexion, tu vois? Et venir, donc ils sont, relevés et donc tu as un gros, étirement au niveau de la voûte plantaire ici et puis Mmh. ça mime bien, en fait, l'action du pied qui va pousser, tu vois, dans le sol, quand tu sprintes ou quand tu sautes et tu fais, par exemple, un renfort où tu mets de la charge et comme ça, tu apprends ton corps à mettre, une grosse tension sur le pied et ça va renforcer automatiquement, tous ces muscles qui encadrent le pied, extrinsèques comme intrinsèques. Ouais, ouais, je rebondis sur le fait de faire, enfin, quand les joueurs ils viennent s'entraîner, qu'ils soient, pieds nus ou en chaussettes, c'est un truc que j'ai fait cette année aussi et du coup, tous les exercices, ils faisaient du squat, du soulevé de terre, tout ça. C'était directement pieds nus, du coup, ils avaient, plus de charge et leurs pieds directement en contact et c'est vrai que c'est un truc, tout con, mais du coup, ça permet de renforcer déjà dans un premier temps, le pied. Au-delà de ça, tu vois des choses aussi que tu verrais peut-être pas en chaussures, tu vois? Mmh. Genre, l'ancrage, moi j'aime bien dire de pousser sur tous les orteils, en particulier le gros orteil, mais par exemple, si tu es en chaussures, tu vois pas toujours si le gars il pousse fort ou pas. Alors que si tu es pieds nus, tu vois que par exemple sur ton squat, tu vois direct qu'il pousse à bloc ou pas. Et au-delà de ça, tu vois, tu avais peut-être vu, mais avec Blaise Dubois, un podcast uniquement sur le pied justement et lui, il disait, même en fait, se déplacer avec des charges en muscu quand tu es pieds nus, en fait, tu mets de la charge directement sur ton pied et tu as pas ta chaussure qui vient, faire, allez, un
petite, un petit espace, par rapport au sol, tu vois? Et même ça, c'est intéressant. Après, moi, j'aurais pu imposer pieds nus. Après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû le faire direct. Là, j'ai autorisé chaussettes, mais je me dis que chaussettes, c'est déjà un peu mieux que chaussures. Donc, Mmh. donc voilà, je trouve ça intéressant. Et puis au-delà de ça, bah, tu as tout le travail des muscles extrinsèques qui, viennent protéger un peu la cheville et qui sont, primordiaux pour moi, dans le basket, mais dans d'autres sports, la cheville souvent c'est un maillon un peu faible donc c'est important de renforcer tout ça, quoi. Dans les études que tu as vues, les tests de vitesse, de changement de direction, ils étaient effectués en chaussures ou pieds nus? Donc en fait, là, j'ai eu la chance d'aller voir, au labo à Saint-Étienne, de Jean Bonhomme-Morin et justement Romain Tourillon faisait les tests à il y avait eu, 2-3 athlètes qui étaient là et donc j'ai pu voir les tests et en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des chaussures identiques à tout le monde avec, en fait, pour que tous les tests soient réalisés avec les mêmes chaussures, tu vois? Et donc c'était des chaussures assez minimalistes en vrai, mais c'était pas pieds nus, c'était bien en chaussures. Donc voilà. OK, parce que je pense que quand on met des chaussures, on a quand même une, je sais pas comment expliquer, mais une certaine compensation si notre pied, il est pas très fort, tu vois? Avec toutes les nouvelles, technologies, des semelles et cetera. Je pense que ça peut compenser, le fait qu'on ait un pied un peu plus faible. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans le sport, tu es en chaussures donc pour Mmh, moi, faut en fait, pour moi, si tu fais le test avec les mêmes chaussures en pré et post-test, que tu fais, par exemple, tout ton renfort, du pied, bah, en fait, les valeurs que tu avais avant et les valeurs que tu as après, beh, c'est les valeurs qui ont été améliorées grâce à ton renfort du pied, vu que les chaussures c'est pas dû aux chaussures, vu que les chaussures sont les mêmes, tu vois? Donc si, par exemple, tu as une valeur en pré, bah, tu avais ces mêmes chaussures-là, tu fais 8 semaines de renfort, tes valeurs, elles se sont améliorées, tu as les mêmes chaussures, bah, tu sais que l'élément commun, c'est la chaussure, donc ce qui a changé, c'est ton pied. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est une réflexion que j'avais aussi en me disant: «Est-ce que renforcer son pied, au final, sans chaussures, est-ce qu'il faut pas le renforcer aussi avec chaussures?» Tu vois? Un petit peu voir à ce niveau-là. Mais pour moi, si les tests sont réalisés avec les mêmes chaussures en pré et post, bah, au final, tu as de l'amélioration mmh. au spécifique du pied. Et comment tu intégrais ce travail du pied? Est-ce que c'était une priorité dans tes programmes? Ou alors tu le faisais, sur des temps assez courts et de manière, régulière ou je sais pas ou parce que des Au fois la priorité, tu vois, c'est je sais pas, c'est peut-être le haut du corps, le gainage, ce genre de choses. Est-ce que tu le mettais en priorité ou pas spécialement? au début, nous, on fonctionne avec des routines d'entraînement. Donc les joueurs viennent, on demandait aux joueurs de venir 30 minutes avant chaque entraînement pour faire leur routine et leur routine prenait approximativement 20 minutes, si c'est 15-20 minutes, si c'est fait de manière sérieuse, donc on demandait 30, comme ça on était sûr que tout était fait en 30 minutes. Et moi directement, j'ai placé dans les routines, des exercices, renfo du pied, donc assez classiques, tu peux avoir du short foot, tu peux avoir, même si après coup, tu vois l'exercice où tu viens, séparer, mais pouvoir lever tout seul ton orteil, ton gros orteil sans les petits et puis que les petits sans le gros. Même si ça, tu vas me dire, c'est pas vraiment du renfo pur parce que, bah, c'est le début de la pyramide, tu vois? Pour moi, tu dois être capable, de différencier tes muscles parce que tu as des muscles différents. Donc en fait, il y en a, ils viennent soulever que le gros orteil, mais il y a les autres qui se lèvent alors que, bah, il y a un muscle qui charge que de faire l'extension du gros orteil, tu vois? Sans venir les autres. Donc réhabituer son pied, à faire ça comme il a été enfermé toute sa vie dans la chaussure, il a plus l'habitude de fonctionner, et donc il y a des muscles au final qui n'arrivent plus à se contracter, tout seuls. Des petits exercices comme ça, mais aussi, marcher sur la pointe de pied en poussant fort dans le sol, être sur, une jambe, pousser le gros orteil, sur quelques secondes, relâcher un peu la contraction, pousser fort. Plein d'exercices comme ça au début d'année que je mettais dans les routines là pour tout le monde et ensuite, si tu veux, par après, j'ai fait dans la routine, tu avais plus ou moins, 6-7 exercices, on va dire, qui sont basés sur les faiblesses des gars ou les pathologies qu'ils ont eues et cetera et à ça, moi, j'ajoutais, si c'était un entraînement le matin, 5 exercices de gainage du pied
donc très rapide, ça prenait 5 minutes. Et si c'était l'après-midi, il faisait pareil, la routine de base, plus 5 exercices de gainage. Mais gainage, je parle gainage tronc, enfin Mmh. le corps, quoi. Et, et du coup, ça permettait, certes, c'était que 5 minutes, mais bout à bout, tu vois, tu te rends compte que tu as peut-être, gainage du pied, tu en as peut-être sur 30-35 minutes sur la semaine, sans que tu aies l'impression que ça fait beaucoup. Et le gainage, pareil, 30-35 minutes. Et donc, ça paraît court, mais moi, je trouvais ça intéressant. Ça me permettait pardon, d'avoir du travail de pied de manière quasi journalière, tu vois. Donc ouais, donc tu fonctionnais sous forme de routine un petit peu tous les jours? Ouais, en fait, donc nous, les routines, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà mis en place dans le club avant que j'arrive. Et donc, pour faire simple, on a fait des tests avec les kinés, notamment au dynamomètre, par exemple, mais pas que. Avec, donc tu avais des valeurs et cetera, donc tu voyais si le mec était faible. Souvent, ils étaient faibles en chaîne poste, par exemple, et tu prenais aussi ses antécédents de blessures et en fonction de ça, bah, tu prenais, je sais pas moi, plus ou moins 7 exercices, on va dire, de renfo sur toutes ses faiblesses, tu vois? Donc que ce soit, renforcer les muscles qui encadrent la cheville, hem, du renfo, ischio ou fessier, parce qu'ils ont peut-être du mal à recruter les fessiers. Et s'ils ont eu des pathos particulières, je sais pas moi, il y en a, ils ont eu des problèmes au niveau de l'épaule, bah, tu peux placer un exercice ou deux sur l'épaule. Et en fait, tout ça, pareil, ces routines, comme ils les font avant chaque entraînement et que habituellement ils s'entraînent 1 à 2 fois par jour, bah, en fait, c'est 15-20 minutes de travail sur tes faiblesses que tu as 1 à 2 fois par jour. Bah, donc en fait, c'est un réel axe de travail sur lequel tu vas bosser peut-être 2 heures sur ta semaine, mais c'est énorme, tu vois. Et donc au final, tu renforces ses faiblesses. Et les routines, tu peux les changer. Après, tu vas pas les changer toutes les 2 semaines, tu vois. Là, moi, je les ai changées, on va dire, 3 fois, 3, ouais, 3-4 fois max sur l'année, tu vois, pour garder la structure. Surtout et après, tu es ouvert à l'adapter. Si par exemple, le mec, il vient de se péter la cheville, bah, peut-être que tu vas placer un peu plus de renfort cheville si tu en avais pas mis au préalable dans sa routine. Donc encore une fois, on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, mais de l'adaptation. Donc tu es ouvert à changer, tu es pas fermé dans ton truc, en te disant: «Les routines, elles restent 2 mois, je les touche pas». Là, tu es ouvert là-dessus et et ouais, un peu tout ça et puis encore une fois, il y a des gars qui aiment bien garder les mêmes routines, tu vois? Mais genre Mmh. longtemps. Ils aiment pas le changement. Là où d'autres vont peut-être aimer, le changement parce que sinon tu vois qu'ils vont pas les faire de manière sérieuse, tu vois? Et donc là, encore une fois, pour moi, tu dois être capable d'adapter un petit peu en fonction des préférences de l'athlète, mais tout en faisant un travail qui a de la cohérence, tu vois? Après peut-être qu'avec les jeunes, tu vas plus être dans de l'imposition, même si je pense que tu dois quand même être ouvert. Si tu vois qu'un gamin, il les fait plus sérieusement, bah, tu vas te dire: «OK, bah, on change». Peut-être qu'il a besoin de ce changement et peut-être qu'un gamin, tu changes et il y en a, genre, je pense à certains gamins où ils aiment que ce soit tout le temps la même chose, tu vois? Ils veulent pas du changement. Donc, par exemple, des fois, c'est bien pour eux d'en avoir, tu vois? Et donc tu dois lui expliquer pourquoi OK, tu es d'accord qu'il aime bien sa routine, qui est la même tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais des fois, c'est bien d'avoir des exercices en plus pour que ce soit mieux pour lui, tu vois? Et ça, bah, c'est de l'échange avec l'athlète. Ouais, du coup, tes routines, du coup, elles sont assez courtes, tu les répètes beaucoup de fois. Quel type de protocole? J'imagine que tu fais pas les protocoles entre guillemets «classiques» qu'on voit avec, 3-4 séries de X répétitions. Quel type de protocole, tu utilises? Après ça va un peu dépendre, mais ouais, on va dire que la routine complète, moi, quand j'ajoutais, le travail de pied plus le travail de gainage, si c'était bien fait sans trop se disperser, même si, les athlètes Mmh. se dispersent parfois. On va dire que si c'est fait de manière carrée et enchaînée, tu en as pour, ouais, 15-20 minutes. Et après, en ce qui concerne les séries, bah, ça dépend un petit peu. Genre, si en fait, tu as des exercices, tu vas avoir un peu de mobilité. Si par exemple, le mec manque de mobilité au niveau des hanches, et cetera, donc là, bah, moi, par exemple, sur la mobilité, j'aime bien peu de répétitions, mais bien contrôlées, donc bien lentes. Et ça, c'est par exemple, je sais pas moi, si tu fais du 90-90, je prends un exemple simple, tu vas peut-être faire 3 reps à droite, 3 reps à gauche sur une seule série, tu vois? Mais bien contrôlé. Et ça, c'est par exemple le premier exercice de ta routine. Et puis si ensuite tu veux, je sais pas moi, faire du renfort, cheville, tu vas renforcer les fibulaires avec des mini bandes par exemple. Ça, tu vas faire 1 à 2 séries
Et encore une fois, ça dépend si tu veux travailler plus en force ou en endurance. Mais en endurance, si par exemple, tu peux aller chercher 20, 30 reps, tu vois, sur le même mouvement pour les fibulaires, tu vois, 30 répétitions, mini-band, 1 à 2 séries par côté. Mais je faisais jamais genre 4 séries, etc. Tu vois, c'était 1 à 2 séries de l'exercice en question. Parce qu'au final, en fait, si tu les additionnes, bah, sur ta semaine, c'est déjà beaucoup de séries, tu vois. Pour moi, je vois pas l'intérêt de faire 4. Parce qu'en fait, si tu fais 4 séries de ça, 4 séries de ça, bah, en fait, si tu as cet exercice, ça va te prendre 50 minutes de faire ta routine. Mmh. Donc, c'est quoi, si tu veux. Ouais, 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 mais c'est vrai que du coup, on a tendance à enfin moi, c'est un peu mon cas, j'ai tendance à me dire: «Il faudrait en moyenne 3 séries pour quand on fait du renfo» et j'ai du mal des fois moi à mettre, 1 seule série. 2 ça peut aller, mais une j'ai du mal à me dire, il va y avoir des adaptations derrière, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais encore une fois, moi, je partage à fond ce que tu me dis. Des fois, c'est dur de savoir combien de reps tu mets, combien de séries, quelle charge tu places. Après, c'est parce qu'encore une fois, je pense qu'on nous a appris, tu vois, souvent à faire des 4, 3, nin, tu vois? Et donc on reste un peu Mmh. fermé là-dedans. Mais comme je te disais, si ta routine, tu as fait qu'une série, mais que tu la répètes, peut-être, je sais pas moi, 7 fois sur la semaine, bah, en fait, c'est comme si tu avais fait 7 séries. Et donc si je te disais sur une séance, on fait 7 séries de ça, tu serais en mode, putain, 7 séries, c'est immense, tu vois? Ouais, mais c'est espacé du coup. Et donc ouais, ouais, mais je comprends ta réflexion. Mais moi, je trouve, si tu regardes la routine, l'objectif, c'est de travailler tes faiblesses selon moi et de rentrer dans ta séance aussi. C'est une manière de rentrer dans ta séance, de t'échauffer, et cetera. Ça prend 15-20 minutes, tu vois? Et faire 4 séries, 2 exercices. Je préfère en mettre plus avec 1-2 séries et que je sais que je vais répéter plusieurs fois et qu'à la fin de ma semaine, j'ai un gros bloc de travail sur les faiblesses du gars, tu vois? Ouais, mais je suis quand même d'accord que sur une routine comme ça, qu'on répète dans le temps, surtout sur, quelque chose, un maillon faible chez nous, ça va être, d'autant plus efficace, tu vois? Surtout que sur la fréquence, c'est comme c'est tous les jours, c'est très positif, quoi, mais je sais pas, moi, j'ai un petit blocage sur, une série. Faudrait que je le débloque, tu vois? Ouais. Non, je comprends, je comprends. Après, tu peux en faire 2 Faut avoir le temps, faut avoir séries le du temps. même exercice. Ouais, ouais, mais même, imagine, tu fais 4 séries de l'exercice 1 dans ta routine. Tu fais ta routine, tu as 2 entraînements sur la journée. C'est-à-dire que tu fais 4 fois cet exercice le matin, 4 fois cet exercice l'après-midi. Le le mec, à un moment, il va te le faire une fois où il va faire, 3 reps alors que tu en veux 8, tu vois? Donc après, je dis pas qu'il faut faire une série de ça, tu pourras en faire 2. Après, comment mesurer? Qu'est-ce qui est le mieux, un ou 2? Bah, ça dépend de l'intention du gars aussi, tu vois? Genre, c'est pas mal de facteurs qu'il faut prendre en compte pour moi. Pas une vraie réponse. Moi, je pense déjà dans la prépa physique, tu as pas une vraie réponse. Moi, j'aime pas les gens qui vont commencer à dire, «Ça, c'est de la merde, il faut faire comme ça», tu vois? Pour Mmh. moi, il y a plein de méthodes différentes qui fonctionnent. C'est à toi de trouver, celle qui te correspond le mieux, qui, avec l'expérience que tu as pu prendre, tu penses que c'est la plus pertinente. Et peut-être que la réponse pertinente maintenant, dans 6 mois, 1 an, tu seras en mode, «Qu'est-ce que j'ai foutu là? C'est de la merde en fait ce que je faisais, ben je change», tu vois? C'est tout le temps de la remise en enfin, de la remise en question, sur ce que tu fais et ce qui est le mieux. Et je pense qu'avec l'expérience, tu deviens de plus en plus pertinent là-dedans. Je dis pas que j'ai la bonne réponse, au contraire. Mais perso, moi, je suis ouvert à tout le temps découvrir ce que les autres font, échanger, lire et te renseigner pour faire, le meilleur suivi possible, tu vois? Mais tu as pas la réponse, 3-5 reps, 1 série, 2 séries, 3 séries, tu vois? Il y a pas une Mmh mh. réponse type, tu vois? Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, tu avais des routines sur le travail du pied. Tu disais aussi, tous les jours, du coup, ils avaient une routine sur, le gainage, le core training? Ouais. Hem, Après là, c'était 5 exercices, donc c'était assez court, tu vois? Mais c'était juste pour avoir du gainage en plus. Mais le gainage, clairement, a une place, primordiale aussi, c'était pas que ces shots-là de 5 exercices où il y avait du gainage, tu vois? Pour moi, le gainage, c'est primordial si tu prends le corps, tu vois? CORE, où tu travailles vraiment tout, bah, quasi, l'entièreté, enfin pas l'entièreté du corps, mais enfin tu me comprends.
Et ce Mmh. travail-là, il est primordial dans le sport de manière globale, dans les sports co, dans tous les sports. Et donc, on faisait beaucoup de travail là-dessus. Mais encore une fois, déjà, je mets pas trop de travail de planche statique, et cetera. Pour moi, c'est intéressant au début de la chaîne, tu vois? Savoir faire une planche propre, quand tu es nouveau en muscu ou quoi et que tu as pas de travail, ça peut être intéressant. Mais quand tu vois dans le sport, tu es tout le temps debout, tu es dans des positions, avec les pieds calés, les genoux qui rentrent, nanana. Dans le sport, tu as plein de positions articulaires différentes. Donc pour moi, tu dois être capable d'être fort en gainage dans toutes ces positions-là. Et donc il faut faire du gainage debout, il faut faire du gainage avec les pieds décalés, avec les pieds écartés, avec les genoux dans telle position. Et au final, c'est là où ça rejoint ce que je disais. Par exemple, tu fais du tirage en fente. Mais par exemple, je veux beaucoup de vitesse sur le tirage, un petit blocage, contrôle. Bah, le mec, il est obligé d'être gainé. Sinon, son corps, il part dans tous les sens, tu vois. Donc là, tu as déjà du travail de gainage. Or, c'est pas spécialement ton but premier dans l'exercice. Donc là, tu as déjà du gainage. Donc avec tous ces exercices globaux, entre guillemets, fonctionnels, ce que tu veux, pour moi, il y a du gainage. Et après, dans les exercices spécifiques de gainage, les séances spécifiques de gainage qu'on faisait, moi, j'aime bien tout ce qui est de la rotation, l'anti-rotation, heu, travailler avec les medicine balls, où tu fais des rotations, tu engages aussi la hanche, heu, parce que pareil dans le sport, tu as beaucoup de changements de direction, bah, tu dois être capable d'engager ta hanche, sur le côté, si je puis dire. Hem, ouais, beaucoup d'anti-rotation comme j'ai dit, tu peux faire du travail avec kettle, tu peux faire du travail avec des barres olympiques, tenir au-dessus de la tête, tu vois? Une barre comme ça, venir lever ta jambe, tu as du travail de pied, du travail de gainage pour pas partir dans tous les sens, mais du travail aussi au niveau de l'épaule en renfort. Heu, en fait, le gainage, tu as tellement, tellement, tellement d'exercices possibles et pour moi, l'objectif, c'est d'en faire, le max possible. Mais après, il y a des exercices qui restent, tu vois, que je trouve peut-être plus intéressants que d'autres. Mais c'est bien de varier, comme j'ai dit, les positions. En fait, essayer d'avoir, le plus de positions possibles que tu pourrais retrouver dans ton sport, tu vois? Être capable d'être fort dans plein de situations différentes et pas juste, par exemple, se dire: «Le gainage, c'est se mettre sur les coudes, et rester, 45 secondes, 1 minute, se mettre latéralement et rester». Je dis pas que c'est pas bien, mais pour moi, tu dois être bon dans tous les trucs. Si tu fais que ça, est-ce que vraiment ça va, t'aider à être fort? Si, par exemple, tu viens faire un lay-up et que tu as un contact, est-ce que ça va t'aider à être plus fort? Je sais pas. Je pense pas. Ouais, ouais, c'est sûr, il y a plus optimal. Et j'ai fait un podcast avec Sébastien Fner, je sais pas si tu vois qui c'est un prépa dans le rugby. Et on parlait du gainage et il me disait les rugbyman, quand il y a des collisions ou quand il y a des contacts, il me disait ils vont pas se mettre sur les coudes par terre sur le terrain, tu vois. Et c'est vraiment, comme tu as dit, il y a de l'anti-rotation, il y a de l'anti-flexion le gainage ne se résume pas à une simple planche. Et Non, c'est sûr. je voulais rebondir, ouais, quand tu parlais d'exercice, par exemple de tirage où tu es en fente, du coup ton but premier c'est l'exercice du tirage, mais tu as aussi du gainage. Comment tu abordes cet exercice avec les sportifs et quelles consignes tu dis? Est-ce que tu mets la priorité du coup sur le tirage ou alors tu as quand même envie qu'il y aura forcément un bon gainage, mais ouais, quelles consignes tu mets en priorité sur un exercice où tu travailles 2 choses à la fois? Hem, là, en tout cas, la priorité, ça va être le tirage pour mon club du corps, tu vois? Mais sur cet exercice-là, moi, ce que je lui demande, c'est déjà de tirer vite. Je veux qu'il mette beaucoup de vitesse sur le concentrique, qu'il ait un mini temps de blocage, tu vois? Comme ça, il est obligé de tenir la position et pour moi, vu qu'il tire vite, il bloque. Beh, de bloquer la position, il est obligé d'être hyper, solide au niveau de sa chaîne abdominale, tu vois? Donc là, il bloque et puis il contrôle et pour être plus stable, ce que je lui demande aussi, c'est comme on en revient au sujet de tout à l'heure, c'est de pousser fort dans le sol avec la jambe avant, qui est donc du coup le pied est complètement au sol, mais aussi pousser sur ses orteils à l'arrière qui sont eux en avec le talon surélevé. Donc je demande de tirer vite, bloquer comme ça il est fort gainé, pas avoir de rotation au niveau de la hanche cette fois, même si je pense que tu pourrais
Tu pourras en demander une, ça pourrait avoir un intérêt, pardon, mais là, je demande fixe, contrôler le retour et pousser fort dans le sol, jambe avant, jambe arrière. Ok. Et après, Ça, tu adaptes la charge, tu vois. Donc, s'il arrive à augmenter, si encore une fois, s'il est propre, il augmentera sa charge. Donc voilà. sur quels indicateurs tu te bases pour voir si tes sportifs, ils ont progressé en gainage et qu'ils ont un meilleur gainage, un meilleur corps? Euh, Ça, en vrai, un truc objectif compliqué, hormis peut-être se dire que la charge est plus importante, tu vois. Si la qualité de l'exécution est la même et qu'il augmente sa charge, ben, logiquement, il s'est renforcé. Après, est-ce qu'il s'est renforcé au niveau de la chaîne abdominale? Est-ce qu'il s'est renforcé au niveau des épaules? Tu vois, parce qu'il y a des exercices qui vont solliciter un peu tout, tu vois. Donc, avoir un truc vraiment précis, hormis la charge, je vois pas trop quoi, tu vois. Après, peut-être, mais ça, c'est plus dur à mesurer. Mais en match, tu vois il va être peut-être plus solide sur des contacts, alors que peut-être au début de l'année, il prenait un mini choc, tu voyais qu'il perdait directement l'équilibre. En l'air, il est peut-être plus en équilibre aussi. Donc, avoir un vrai truc chiffré, hormis la charge qui augmente, il n'y a rien qui me vient en tête là maintenant. Ok. Moi, j'avais entendu une fois, bon, je pense que ça reste un détail, hein, mais quand tu fais des sauts, c'était des sauts verticaux, si ton joueur il retombe pas à chaque fois au même endroit, c'est qu'il y aurait potentiellement un manque de gainage. Je sais plus où je l'ai entendu, mais je me dis ça. Ouais, après, tu vois ça, est-ce que c'est pas aussi parce que tu vas peut-être pousser plus d'un côté que de l'autre et que du coup, tu es plus Ouais. déséquilibré d'un côté que de l'autre? Je pense mesurer dire que le gainage sur un saut comme ça, compliqué, je trouve. Après, ouais, si tu une plateforme de force et que tu vois, quelle force a été mise à droite, à gauche et que Ouais. ça différencie pas, peut-être que ça peut être le maillon manquant, le gainage ou l'amélioration du gainage, mais ouais, à voir, pourquoi pas. Ça dépend de Mm. comment c'est mis en place, encore une fois. Ouais. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas forcément évoqué sur le gainage ou le travail du pied? Que les 2 sont très, très, très importants selon moi dans le sport. Après là, je parle beaucoup dans le sport que j'encadre, donc dans le basket. Mais je pense que dans beaucoup de sports, c'est vraiment, 2 2 types de travail qui sont centraux pour moi, à obligatoirement placer dans la préparation physique. Et encore une fois, tu vois, un pied fort, tu sais pas justifier à 100 que ça va t'éviter des problèmes de cheville, de genou ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense que si tu as un pied faible, tu as plus grande chance d'avoir des problèmes au niveau de la cheville, au niveau de tout ce qui s'ensuit, dans enfin, au-dessus du corps, genou, hanche et cetera. Donc pour moi, non, c'est un travail global à faire, qui est primordial. OK. Bah, écoute, on va arriver sur les questions un peu de fin. Bon, on est encore jeune préparateur physique, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des, je sais pas, des gens qui nous écoutent ou des jeunes étudiants qui souhaitent devenir prépa physique? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Ah, des conseils, en vrai, je me trouve pas assez, expérimenté que pour donner des conseils. Après, les petits trucs pour moi, qui m'ont aidé personnellement, c'est de beaucoup me renseigner, aller chercher les choses. Pour moi, les études, c'est bien, ça te donne une bonne base, mais c'est clairement pas suffisant. Il faut que tu ailles chercher toi-même les informations, que tu lises, que tu fasses des podcasts. Ben là, tu vois, tu as lancé ton podcast aussi comme moi et ça, je trouve hyper riche parce qu'au final, enfin, tous les gens que j'ai reçus, tu poses toutes les questions que tu as envie, tu vois. Donc, en fait, ça répond à tes questions. Tu débats avec des gens qui sont dans le métier depuis peut-être 20, 30 ans, qui ont une expérience de fou. Et toi, ça te permet d'avoir plein, plein d'infos et ensuite te faire ta propre vision de la prépa, tester des choses et te rendre compte que, bah, par exemple, cette année, on a mis en place des choses. Moi, je me suis rendu compte pardon, qu'il y a des trucs qui sont pas bien, qu'il faut que je change, d'autres trucs qui sont pas mal, qu'il faut que je garde, tu vois. Donc, c'est toujours être curieux, se remettre en question de fou. Comme je t'ai dit, moi, j'aime pas les gens qui vont dire ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, il faut faire ça. Pour moi, il n'y a rien qui est spécialement nul.
Ça dépend de pourquoi tu le fais, avec qui tu le fais. Il y a pas une recette miracle, tu vois? Tu pourrais faire, je pense, un même entraînement à un gars, il est champion olympique, tu vas faire la même chose que ce que tu as fait avec lui, avec un autre gars, il va peut-être, rien voir, tu vois? Donc moi, je pense être curieux, oser aller chercher les choses, oser, demander aux gens, d'aborder des thématiques. Souvent dans la prépa, je trouve que les prépas sont hyper ouverts à l'échange. Ouais, je pense que tu t'en rends compte, vu Ouais, que tu as ouais, pu ouais. avoir pas mal de personnes. Je sais pas si tu as déjà eu des réponses négatives, mais moi perso, j'ai eu aucune réponse négative. Donc ils sont ouverts au contraire à l'échange et puis voilà, sinon des conseils, j'ai pas vraiment de conseils à donner, hormis ça, j'ai pas d'autres trucs, à demander, hein. Je pense que les joueurs aient confiance en toi aussi. Je pense que l'aspect humain est primordial aussi. Heu, que le joueur ait confiance en toi, en fait et que le staff ait confiance en toi parce que si les athlètes ont pas confiance en toi, ça va être compliqué de mettre en place des choses. Savoir justifier pourquoi tu fais ces choses-là. S'ils te demandent, bah, pourquoi je fais ça, bah, tu leur dis, c'est peut-être, «Écoute, tu as beaucoup de pâteaux à ce niveau-là. Là, on va faire plus de la prévention. Je sais que c'est un exercice qui te fait chier, mais tu verras, ça va t'améliorer et puis enfin, ça va t'aider plutôt». Et si après quelques temps, il voit qu'il a plus de douleur au genou, bah, il va se faire: «Ah ouais, bah, OK, là ça marche, j'y croyais pas, maintenant j'y crois», et cetera. Après, des fois, ça va peut-être pas marcher et du coup, c'est à toi de sortir un autre outil un autre outil pour, le convaincre. Mais je pense que voilà, l'aspect humain est important aussi. L'échange avec, les athlètes, savoir les écouter, c'est aussi important. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu aurais des ressources que tu as utilisées qui t'ont aidé pour accumuler des connaissances? Je pense notamment à, je sais pas, des livres, des formations, des podcasts, pourquoi pas, ou d'autres préparateurs physiques, par exemple, qui ont pu, t'inspirer? Hem, moi déjà, bah, faire des podcasts, ça m'a aidé énormément parce que tu abordes plein de thématiques différentes avec des gens qui sont expérimentés. Les livres, beaucoup de livres, de prépa physique. Te donner un livre type, moi je pense que tu peux puiser des bonnes choses dans beaucoup de livres. Dans le basket, là j'ai acheté son deuxième livre, mais de Lucas Villar. C'est un gars, hyper pointilleux dans le basket. C'est, son livre, franchement, je le conseille à tout le monde. Ceux du basket, mais je pense même ça peut servir à d'autres gars. Après, il y a je te dis, il y a tellement de livres différents, que j'ai pu lire, que je dois encore lire. Il y a beaucoup de livres que j'ai qu'il faut que je Ouais. lise. Il faut prendre le temps de lire. Heu, après Instagram, tu peux trouver des bonnes choses aussi. Pour moi, il faut savoir trier, mais tu as des bons trucs. Ce qui est dur, c'est de se dire: «Cet exercice a l'air intéressant, mais pourquoi il est intéressant et pourquoi j'aurais de l'intérêt à le mettre en place?» Pas juste parce que je l'ai vu sur Insta. Mais je trouve qu'il y a vraiment du contenu pertinent sur Instagram. Sinon les podcasts, j'en écoute un peu moins ces derniers temps, je te mens pas. Mais il y a des trucs intéressants sur YouTube aussi. Il y a pas mal d'intervenants, qui prennent la parole sur plein de thématiques différentes, que ce soit la prévention, le développement de la perf et cetera. Donc en vrai, non, il y a franchement de quoi faire. Heu, suffit juste d'être un petit peu curieux et aller chercher les choses. OK. Bah, dernière question, selon toi, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique? Hem, pour moi, un bon préparateur physique, c'est quelqu'un qui a tout le temps envie d'apprendre, qui s'arrête jamais à ses propres connaissances, qui est tout le temps, ouvert à se remettre en question, à remettre en question ses pratiques, sa façon de fonctionner. Même si je pense que tu dois garder une base solide une fois que tu as quelques années d'expérience sur lequel tu crois fortement, mais être ouvert à voir ce qui se fait de nouveau, à pouvoir, ouais, comme j'ai dit, se remettre en question tout le temps et aussi qui a une, bonne, qualité humaine, je pense, pour pouvoir faire passer ses messages, et que les athlètes, aient confiance en lui, que lui ait confiance en ses athlètes et pareil avec le staff médical, le staff sportif. Donc et et qui persévère, dans ses objectifs. Je pense que c'est ça un bon préparateur physique. OK. Bah, écoute, ça conclut un peu le podcast.
Je te laisse le mot de la fin si tu souhaites rajouter quelque chose. Mmh, Croyez en vous. Si vous êtes passionné dans ce que vous faites, pour moi, vous allez d'office réussir dans peu importe le domaine. Il faut bosser, persévérer, avoir de la passion et je pense que peu importe ce que c'est dans la vie, si tu as ces choses-là, tu réussis d'office. Ok, bah écoute, Sylvain, merci beaucoup d'être intervenu sur le podcast. C'était très riche, très intéressant. Donc merci à toi pour la plus-value que tu as pu ajouter aujourd'hui. Bah, merci à toi. J'espère que d'habitude, c'est moi qui est de ton côté. Donc là, c'est la première fois que je suis l'invité. Donc j'espère que j'ai pas trop répété les trucs, que c'était pas trop brouillon, que je me suis pas emballé à aller dans tous les sens. C'était une première, non? C'était un plaisir. C'est cool ce que tu fais. J'avais déjà découvert un petit peu ce que tu faisais et franchement, je te dis, moi, c'est ce qu'il faut, aller rencontrer des gens. Tu prends full expérience, tu vas prendre full expérience et tout. C'est le kiff. Franchement, je pense que c'est une chouette démarche. Donc, Ouais, 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 je suis en donc train voilà. de m'en rendre compte. Je suis en train de m'en rendre compte. Je pense que toi aussi, tu t'en es rendu compte. À échanger avec les gens, c'est très riche. T'apprends plein de choses. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis content d'échanger avec toi. Je me suis dit, je pense que t'apprécies l'échange, puisque ce que tu as pu expliquer aujourd'hui, c'était clair, t'en fais pas, et très intéressant. Donc voilà, je te remercie encore une fois. Bah, de rien, merci à toi pour l'invitation, c'était cool et plein de bonnes choses pour la suite en tout cas. Ouais, merci. Je mettrai les liens de ton Instagram, de ton podcast, etc. aussi dans la description. Comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils pourront aller voir s'ils ne connaissent pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.